Côte d'Ivoire. Abidjan Cocody le lundi 5 février 2024, l'ONG Les Orchidées Rouges a tenu une conférence de presse pour annoncer la 3e édition de la semaine d'activisme contre les mutilations génitales féminines qu'elle organise en Côte d'Ivoire du 5 au 11 février 2024 sous le thème « Agir ensemble avec les survivantes, les femmes et les hommes ». Au nom de Mme Kapotia Marie-Claire Koulibaly, la présidente de l'ONG Les Orchidées Rouges, nous voulons vous dire un grand merci. Merci d'avoir effectué ce déplacement. Merci de bien vouloir participer à cette conférence de presse qui s'inscrit dans le cadre de la Journée internationale de tolérance zéro à l'égard des MJF. Entendez par là les mutilations génitales féminines. Alors, chaque année, comme on le dit, les Orchidées Rouges, depuis 2023, en prélude au 6 février, qui est la journée internationale de tolérance zéro à l'égard des MJF, se réunit pour organiser une semaine d'activisme. Et cette semaine, au cours de cette semaine, nous exposons les acquis et les défis auxquels nous sommes confrontés pendant la lutte que nous menons pour l'éradication des mutilations génitales féminines. Et cette année, nous sommes à notre 3e édition, ce qui veut dire que la semaine a été lancée en Côte d'Ivoire depuis 2022. Alors, on vous remercie encore. Moi, c'est Gliss Amé Anne. Je suis la chargée de mission de l'ONG Les Orchidées Rouges. Je suis avec Madame Touré, Lécon. Je suis de la Fondation Djigui. Donc, la Fondation Djigui, c'est l'un de nos partenaires de terrain. C'est avec eux que nous menons les activités terrain, les luttes que nous menons contre l'éradication de ces violences néfastes. Donc, merci Madame Touré de vous être joint à nous pour cette conférence de presse. Merci. Alors, nous le disions tantôt, les MJF, c'est toutes les pratiques alors qui consistent à enlever, on dit ablation. Nous, on dit aussi enlever parce que c'est la même chose. Donc, c'est toutes les pratiques qui consistent à l'ablation partielle ou totale des organes sexuels externes de la femme. On insiste sur externe parce que l'organe, il est aussi interne. Donc, c'est toutes ces pratiques-là. Et nous avons des différentes formes de mutilation génitale féminine. Nous avons jusqu'à 4 types de mutilation génitale féminine auxquelles nous sommes confrontés. Et c'est ce que nous rencontrons également sur le terrain. Et au cours de cette année 2023, donc l'année qui vient de s'écouler, les Orchidées Rouges ont eu à mener plusieurs activités conformément à nos 3 axes d'action, c'est-à-dire l'information et la sensibilisation, la prévention et l'accompagnement. Donc, conformément donc à nos 3 axes d'action, nous avons eu d'abord, au niveau de la sensibilisation et de l'information, nous avons pu former des ambassadrices et points focaux sur le territoire ivoirien. Au total, 15 femmes et hommes ont été faits ambassadeurs et ambassadrices des Orchidées Rouges pour nous aider à éradiquer ce phénomène sur le terrain. Donc, nos zones d'intervention pour le moment, nous sommes dans le Grand Abidjan, nous sommes à Korogo, à Fekese-Dougou, nous sommes également à Boaké, nous sommes à Touba et nous sommes à Danané. Donc, nous agissons en collaboration avec ces ambassadeurs et ces ambassadrices et nous menons ces activités auprès du grand public, que ce soit dans les marchés, que ce soit dans les hôpitaux, que ce soit dans les établissements publics ou les structures sanitaires. Nous menons ces sensibilisations et nous informons la population des risques qu'il y a à pratiquer ces mutilations-là. Parce que, disons-le,
les femmes, les survivantes des mutilations génitales féminines subissent assez de conséquences, sont confrontées à assez de conséquences néfastes et graves parfois, aller jusqu'à même en mourir. Pour celles qui ne tombent pas stériles, elles peuvent en mourir. Donc, après ces informations et ces séances de sensibilisation que nous menons pratiquement chaque mois, nous faisons également la prévention. La prévention, ce sont les renforcements de capacités que nous faisons auprès toujours des structures étatiques et des structures privées. Et jusque-là, nous avons pu former 29 organisations de la société civile, donc environ 359 membres de ces structures. Excusez-moi. Donc, environ 359 membres de ces structures que nous avons formés. Donc, ces renforcements de capacité visent à donner des outils nécessaires à tous ces membres, à toutes ces organisations, pour pouvoir repérer et mieux orienter les survivantes de violences basées sur le genre en général, et plus particulièrement celles des MJF et des mariages forcés et ou précoces. Donc, après ces renforcements de capacité, nous faisons l'accompagnement. C'est notre troisième axe d'action. Donc, l'accompagnement que nous faisons, c'est au niveau de l'Institut Les Orchidées Rouges. Donc, vous êtes actuellement à l'Institut Les Orchidées Rouges. Et ici, nous accompagnons les femmes qui sont survivantes de violences basées sur le genre en général et des mutilations génitales féminines, comme je le disais tantôt. Et à ce jour, nous sommes à 115 femmes accompagnées, dont 100 qui sont survivantes de excision. Vous voyez que c'est vraiment énorme. Parce que déjà, pour les chiffres, pour le pourcentage, on a dit 36% des femmes ivoiriennes de 0 à 15 ans et de 15 à 49 ans. Ce sont celles-là qui ont ce pourcentage de 36%. C'est vraiment énorme. Et nous continuons d'informer, nous continuons de sensibiliser, nous continuons d'accompagner. Parce que quand on fait la prévention et que derrière, il y a d'autres personnes qui continuent de ne pas comprendre et qui continuent de pratiquer, on se voit dans l'obligation de faire l'accompagnement. Parce que pour celles qui ont survécu à ça, elles sont confrontées évidemment à d'autres problèmes qu'il faut essayer tant bien que mal d'accompagner. Et c'est dans ce cadre-là qu'au sein des Orchidées Rouges de l'Institut, nous avons un pôle de professionnels. Au total, nous avons 12 professionnels pour mener à bien cet accompagnement holistique. Je vous parle des psychologues, je vous parle du sexologue, de la sage-femme, je vous parle de l'assistante sociale, je vous parle également d'une art-thérapeute qui fait un travail magnifique, une socio-esthéticienne qui aide ces femmes-là à avoir une meilleure image d'elles-mêmes. Parce qu'il faut le dire, hein, ce sont des femmes qui ont peu d'estime d'elles-mêmes. Du coup, avec la socio-esthéticienne, elles arrivent à mieux se voir, à avoir une nouvelle image d'elles-mêmes, à pouvoir parler d'elles-mêmes et parler aussi au cours des assemblées. Donc, avec ce pôle de professionnels, chaque jour, nous recevons les survivantes ici. Alors, comment ces femmes-là nous viennent? Soit elles nous viennent par référencement, ou bien elles nous viennent sur les réseaux sociaux. C'est difficile de voir que les femmes viennent d'elles-mêmes, qu'elles décident de venir d'elles-mêmes. Donc, après les travaux de terrain, par exemple, comme les sensibilisations avec les ambassadrices, elles n'arrivent pas toujours à libérer la parole. Et c'est là que notre cri de cœur intervient. Il faut que nous aussi, vous, nos partenaires de la presse, que vous soyez des relais pour parler, pour que ces femmes-là puissent parler de ce qu'elles subissent et que cette lutte-là puisse aboutir.
Alors, sur le terrain, nous avons, je disais tantôt, nos partenaires de mise en œuvre. Et aujourd'hui, nous sommes avec la Fondation Djigui. Je vais laisser la parole à Madame Touré. Elle va nous entretenir un peu sur les actions que la Fondation Djigui a menées jusque-là pour l'éradication de cette pratique néfaste qui est condamnée par la loi en Côte d'Ivoire. Merci à l'ONG L'Orchidée Rouge qui nous donne l'opportunité de nous exprimer à cette veille du 6 février, qui est le jour commémoratif de la lutte contre les mutilations génitales féminines. Et comme je disais, je suis chargée de programme à la Fondation et je vais m'exprimer sur toutes les activités les plus récentes de notre ONG. Et à ce propos, on avait pour l'impact que nous voulions atteindre, c'était de réduire la prévalence des MGF de 25% dans la zone d'implémentation de nos projets. Et les stratégies mises en œuvre sont le renforcement des capacités des acteurs, la réalisation de dialogues communautaires, le renforcement des mécanismes locaux de lutte contre les MGF. Les résultats atteints sont que les leaders religieux et chefs traditionnels sont impliqués dans la lutte. Et à travers des dialogues communautaires, on a essayé de former plusieurs leaders communautaires. On avait à peu près 25 villages. On a formé des chefs religieux de chaque village, chefs religieux et chefs traditionnels, à qui on a appris comment mener des dialogues communautaires. Et pendant ces dialogues communautaires-là, ils avaient l'opportunité de s'exprimer. Ils avaient des activités par semaine. S'exprimer sur les expériences qu'ils vivent par rapport à l'excision. Sur, je vais dire, les avantages et les inconvénients de la pratique de l'excision. Parce que si on n'en parle pas, on ne mesure pas. Donc quand ils en parlent, à chaque fois, ils commencent à comprendre, à savoir, à avoir le pour et le contre. Et ils commencent à comprendre qu'il y a plus d'avantages à arrêter la pratique que de la poursuivre. Et ces leaders communautaires, en plus des réunions qu'ils menaient entre eux, au siège de la Fondation, ils menaient également des activités de sensibilisation dans leurs villages respectifs, avec des facilitateurs de dialogue communautaire qu'on a formés, à peu près 16 facilitateurs de dialogue communautaire, qui, eux, avaient cette capacité-là. Ils ont également été formés sur les conséquences de la pratique de l'excision, mais également sur la loi, et puis comment mener un dialogue communautaire. Le dialogue communautaire, c'est une stratégie qui permet à la communauté, parce qu'on profitait de leur réunion de village, hein, parce qu'ils n'ont pas le temps, il y a le chant, tout ça. On profitait de leur réunion de village pour aborder n'importe quel thème. On ne leur disait pas que non, on vient parler uniquement d'excision. On parlait de leurs problèmes sociaux, de leurs problèmes dans le village, et l'excision venait comme un des problèmes quelconques, mais en fait c'est l'objectif fixé de l'activité. Donc quand ils en parlent, chaque femme exprime l'expérience qu'elle vit de l'excision, parce que tant que cela n'est pas touché du doigt, c'est difficile de prendre la mesure du problème que c'est. Et en plus de cela, nous avons essayé de former les travailleurs des plateformes. Pour rappel, on travaille dans l'ouest, le nord-ouest, Touba, Odéné, Milignon. Parce que c'est les zones où on a plus de 75% du taux de prévalence. Et après cela, on a organisé 80 dialogues communautaires. Et on a touché de façon directe 942 personnes. Et avant la mise en œuvre du projet, nous faisons toujours une évaluation initiale qui nous permet de mesurer un peu le niveau de connaissance de ces personnes-là sur la pratique et sur les violences basées sur le genre en général. Et par exemple, alors que plus de 25% des répondants estimaient que la femme n'a de valeur que par l'excision avant la mise en œuvre des projets, seulement 3% avaient cette idée-là quand on a fini le projet. Il y a un autre exemple, 67% des répondants soutenaient que l'arrangement à l'amiable, par exemple, par rapport à la dénonciation des cas de viol, était meilleur. À la fin du projet, à peine, en tout cas, plus de 69% étaient contre cette idée-là. Donc c'est un peu les changements apportés. En dehors de cela, les mécanismes locaux comme les plateformes. Les plateformes, je ne sais pas si vous les connaissez,
au sein des centres sociaux, dans toutes les villes, des complexes sociaux, dans toutes les villes, dans les communes d'Abidjan. On a près de 100 plateformes maintenant. Hein. Ces plateformes-là regroupent toutes les structures impliquées dans la lutte contre les violences basées sur le genre. C'est-à-dire le commissariat, la gendarmerie, les chefs religieux, les ONG, la justice, en tout cas tout ce que vous pouvez imaginer qui puisse s'impliquer dans la lutte sanitaire, tout ça, qui puisse s'impliquer dans la lutte contre les MGF ou bien des violences basées sur le genre. Donc on les forme et puis on essaie de mettre des moyens à leur disposition parce qu'à chaque fois qu'il y a des cas, il y a des comment on appelle, des dénonciations, ils n'ont pas de moyens, ils n'ont pas ceci. Donc on essaie à travers les projets de les soutenir un temps soit peu pour qu'ils soient plus compétitifs ou bien je vais dire plus rapides, réactifs dans la mise en œuvre des projets. Parce que c'est vrai qu'on travaille sur le terrain. Et en dehors de cela, on a également des résultats en ce qui concerne le changement de normes. On constate que de plus en plus, le statut de l'excisé n'est plus prisé dans la communauté. Les gens disent de moins en moins que la meilleure fille, c'est la fille excisée et qu'ils exigent que la fille soit d'abord excisée avant de l'épouser. Parce que par rapport à ce qu'ils disent, de plus en plus, ils constatent qu'avec d'autres expériences, ils ont eu d'autres expériences avec des filles non excisées, ils commencent à préférer peut-être les femmes non excisées. En dehors de cela, la valeur que la femme l'exciseuse avait dans sa communauté n'est plus de mise. Parce que, d'abord, les gens ont peur que les autorités les arrêtent. Quand on sait qu'il y a une exciseuse dans un village, ils t'exposent à toutes sortes de sanctions. Donc, de moins en moins, les gens donnent de la valeur à l'excisé. Il y a également, à l'époque, on faisait les cérémonies festives par rapport à l'excision. De moins en moins, on en fait parce que également, ça expose la communauté aux sanctions administratives et judiciaires. Et puis, d'ailleurs, ils constatent par rapport à leur dit que ça les appauvrissait. C'est-à-dire travailler toute une année et prendre la majorité de cet argent pour organiser une cérémonie d'excision qui après a des conséquences négatives pour les filles. Ils commencent à comprendre que ça les appauvrissait. Donc de moins en moins, ils en font. Et on constate que les hommes sont de plus en plus impliqués dans la lutte contre l'excision. Et c'est pour ça qu'on forme beaucoup d'hommes quand on est sur le terrain. Plus ils s'impliquent, parce que c'est eux qui font respecter les normes. Ils ont plus de poids dans la communauté. Et quand ils s'impliquent, ça va facilement changer les normes. Il y a également l'éveil des consciences individuelles. Et on a mis en place également des comités d'éveil. Ces comités d'éveil établissent des sanctions pour dire que, puisque à la fin de chaque projet, les chefs religieux, les chefs traditionnels s'engagent devant le préfet, devant toutes les autorités. Ils signent un document d'engagement pour dire que dans nos villages, il n'y aura plus d'excision. Et ils sont obligés maintenant de faire appliquer cet engagement dans leur communauté. Donc, ils établissent une des sanctions pour dire que quand tu pratiques l'excision, cette sanction, tu peux payer 30 000, tu peux avoir donné 5 moutons, en tout cas, ils trouvent des moyens pour empêcher les gens. Et ils veillent à ça, donc à travers les comités de veille. Voilà, en dehors de tout ça, on a aussi un cadre de collaboration qu'on a établi avec les autorités préfectorales. Et quand ils sont impliqués, ça fait que ça oblige les gens à respecter la loi. Et ils vont sur le terrain avec nous. Dans ce cadre-là, on a essayé de créer un dialogue transfrontalier entre les préfets et les sous-préfets des villages au niveau de la Guinée, au niveau du Mali. Au Mali, par exemple, il n'y a pas de loi contre l'excision. En Guinée, il y a une loi, mais l'excision est pratiquée à plus de 95%. Comme au Mali, c'est plus de 89%. Donc, nos parents, à cause de la loi, ils traversent la frontière pour aller faire exciser leurs filles dans les villages voisins. Au niveau. Et à chaque fois qu'il y a la cérémonie d'excision, parce qu'en fait, c'est comme dans toutes les frontières, comme à l'Est, ils ont des familles, les familles sont partagées aussi, et bien en Côte d'Ivoire, qu'au Guinée ou au Mali. Donc, quand il y a des activités d'excision, tout le monde s'en vit, chez nous, on ne peut plus pratiquer. Ils se déportent dans les pays voisins pour pratiquer. Donc, on a établi en tout cas un cadre de collaboration avec des préfets, des sous-préfets, des zones frontalières avec lesquelles on fait des réunions
et pour permettre que les gens n'aillent pas. Parce que si on ne travaille pas aussi de l'autre côté, c'est comme si on ne faisait rien. Donc voilà un peu en gros ce qu'on a fait, mais on se retrouve face à des défis. Des défis liés, comme je disais, à l'activité transfrontalière, mais également à la pratique d'excision à des âges plus bas. C'est-à-dire de moins en moins, de plus en plus les filles sont excisées à 6 ans, même à la naissance. Donc c'est vrai que notre lutte porte des fruits, mais ça rend un peu la pratique plus dangereuse. Donc c'est des défis qu'on a. Et puis la dénonciation. Les gens ont du mal encore à dénoncer. C'est difficile de voir ton parent mis en prison par ta faute. Donc les gens ont une peur vraiment très élevée de la prison, une mauvaise image même de la prison. Donc ça fait qu'ils ont du mal à dénoncer les cas. Mais n'empêche qu'on a eu des cas de dénonciation. Plusieurs cas. Même dernièrement, il y a 2 semaines, on était à Touba pour une activité. Pendant qu'on y était, on nous a signalé un cas d'excision de 10 filles. Voilà, les 10 filles. Et ça, la zone la plus, c'est pas pour stigmatiser la région, mais c'est la zone vraiment rouge de MGF. Là-bas, c'est des défis. Ils lancent aux autorités, c'est assez compliqué là-bas. Donc voilà un peu en gros tout ce que je pourrais dire sur la question.